Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons donc apprendre à caractériser une onde, c'est-à-dire en fait à lui donner les adjectifs qualificatifs qui permettent de décrire cette onde. Déjà, on va procéder par étapes. La première étape, ça sera de se poser la question, est-ce que le phénomène qu'on étudie, c'est une onde? Et la définition rigoureuse d'une onde, donc je vais mettre ici dans l'encadré, ce sera le cas d'ailleurs pour chaque étape. Et après, juste en dessous, apparaît dans la vidéo en fait la question que vous devez vous poser pour savoir si c'est une onde ou pas. Donc la définition d'une onde, hein, c'est un phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière mais avec transport d'énergie. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire perturbation, la définition est juste après. En fait, c'est la perturbation dans un milieu, c'est une modification locale et temporaire des propriétés de ce milieu. Donc, quand vous avez un exemple et vous voulez savoir si cet exemple peut être qualifié d'onde, en fait, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un déplacement de matière? S'il y a un déplacement de matière, et ben du coup, le phénomène, ce n'est pas une onde. S'il n'y a pas de déplacement de matière, le phénomène est ondulatoire. Donc, pour vous éclairer sur justement cette question, est-ce que le phénomène qu'on étudie, c'est une onde? Plusieurs exemples. Un exemple simple, lorsque vous partez d'un point A et vous allez à un point B, notamment par exemple, lorsque vous partez de votre lieu de résidence et vous arrivez au lycée le matin, clairement, la masse qui était dans votre lieu de résidence, c'est-à-dire votre masse, la masse du cartable, éventuellement la masse de votre voiture si vous êtes venu en voiture, est arrivée à un point B, le lycée. Donc là, ce n'est pas un phénomène ondulatoire car il y a déplacement de matière. Un autre exemple, une aula dans un stade. Ici, donc, le phénomène ici hein, va se propager vers la gauche, hein. Les personnes qui sont ici actuellement sur la vidéo sont assises et les personnes qui sont ici actuellement sont debout et éclairent justement leur portable lorsqu'ils sont debout. C'est bien pratique, ça nous permet de voir justement cette aula. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Une fois que, donc, je vais laisser un petit peu dérouler la vidéo, voilà. Ici, les personnes qui étaient debout se sont rassises, ont éteint leur portable, et les personnes qui étaient assises se sont levées et ont allumé leur portable. Et ainsi de suite, de proche en proche. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien ici, que les tribunes, si je prends ces exemples-là, en fait, sont revenues à leur position de départ. En fait, il y a bien eu une perturbation ici du milieu. Le milieu ici, hein, c'est clairement les personnes, le public du stade, en fait. Et cette perturbation, c'est quoi? C'est le fait de se lever, d'éclairer son portable et de se rasseoir. Globalement, en fait, il n'y a pas eu de déplacement de matière. Par contre, cette perturbation qui est du coup plutôt verticale hein, va se propager ici de la droite vers la gauche. Donc lorsqu'on veut étudier une aula, on ne va pas l'étudier sous la forme d'un déplacement de matière, mais bien sous la forme d'une onde. Clairement, les personnes, le public, le milieu ici, hein, qui était le support de l'onde, ne s'est pas déplacé de la droite vers la gauche, hein. C'est juste une perturbation de finalement de leur hauteur qui se propage de droite vers la gauche. D'ailleurs, on vous fera attention, du coup, on ne va plus parler de déplacement lorsqu'on parle d'onde, mais de propagation d'une perturbation. Voilà pour l'exemple de la Ola. Un autre exemple, celui du tsunami, hein, qui est une vague avec une amplitude très importante. Ici, il faut se poser la question, est-ce que c'est une onde ou pas? Est-ce qu'il y a un déplacement de matière, en fait? Donc ici, si vraiment il y avait un déplacement de matière, l'eau qui était au centre de l'océan où a été créé le tsunami viendrait se vider, entre guillemets, sur les côtes. Or, ce qui se passe, c'est que l'eau vient sur les côtes, mais après se retire. Donc on voit bien que en fait, il n'y a pas de déplacement global, c'est juste une perturbation. Une perturbation de quoi? Ici, de la hauteur en fait de la hauteur de l'océan qui se propage du coup de la droite vers la gauche. Et on voit bien que du coup il y a un transport d'énergie, mais pas de transport de matière avec cet exemple. Donc ici c'est bien le tsunami, une onde. Un autre exemple, le son. Avant d'en arriver à la simulation que je présente ici, euh, il faut réfléchir lorsque vous êtes en train d'émettre un son avec vos cordes vocales sont en train de vibrer. Du coup, ça fait vibrer l'air qui est à proximité de vos cordes vocales. Et la question, c'est est-ce que l'air qui est à proximité de vos cordes vocales est projeté jusqu'à l'oreille de celui qui est en train de vous écouter? Clairement, ce n'est pas le cas, hein. En fait, c'est bien aussi un mouvement de proche en proche qui est simulé ici, alors dans un tuyau en fait pour le guider, hein, ce son. Donc, il n'y a pas de déplacement de matière ici, on le sait déjà, du coup, enfin, je viens de l'expliquer, donc c'est une onde sonore. Et pour pouvoir essayer d'expliquer justement ce qui se passe lorsque une onde sonore se propage dans l'air, ici, il faut comprendre que les petits points noirs, en fait, ça représente, si vous voulez, des positions d'équilibre des molécules d'air, entre guillemets, parce que c'est un mélange d'espèces chimiques, mais de l'air qui est donc présent. Et lorsque vos cordes vocales vont créer un son, ici une impulsion, voilà ce que ça va donner. Avec ici, en fait, des zones où la pression
ici est un peu plus importante, et donc une zone de surpression, ici on dit une surpression acoustique, et ici une zone où la pression est un peu plus faible que d'habitude, on dit une zone de dépression acoustique. Et du coup, c'est un mouvement de proche en proche, du coup, de cette surpression acoustique qui va se propager justement de proche en proche, ici de gauche vers la droite. Donc ici, hein, le son, c'est bien une onde, il n'y a pas de déplacement de matière, il y a bien par contre une propagation ici d'une perturbation et du coup transport d'énergie ici, cette énergie qui est liée justement à la surpression acoustique. Un dernier exemple sur cette question, est-ce que le phénomène est une onde ou n'est pas une onde? Eh bien tout simplement, on a une corde tendue ici, une corde, il faut imaginer infinie, et on va juste du coup surélever la hauteur de la corde ici, créer ce qu'on appelle un ébranlement, et on va étudier ce phénomène-là. Est-ce que la corde, du coup, se déplace? Globalement, non, hein. La corde ne se déplace pas. Par contre, qu'est-ce qui se propage de proche en proche? Cette perturbation de la hauteur qu'on crée ici à cette extrémité, qui se propage de proche en proche jusqu'à jusqu'à l'infini ici. Donc ici, ce phénomène-là n'est pas une onde, n'est pas, pardon, est bien une onde, pardon. Ce phénomène-là est bien une onde. Pourquoi? Parce qu'il y a bien la perturbation qui est créée ici, hein, qui est à la verticale, qui se propage ici, donc à l'horizontale, de proche en proche. Il n'y a pas de déplacement de matière, bien un transport d'énergie, hein. Pour ceux qui connaissent, ici, c'est un transport d'énergie potentiel, tout simplement parce qu'on élève la hauteur ici d'un point de la corde. Maintenant qu'on sait si le phénomène est ondulatoire ou pas, si c'est le cas, si le phénomène est ondulatoire, on va se poser la question maintenant, est-ce que l'onde dont on parle, elle est électromagnétique ou mécanique? Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que l'onde peut se propager dans le vide? Pourquoi? Parce que les ondes mécaniques, elles se propagent uniquement dans les milieux matériels, alors que les ondes électromagnétiques, elles peuvent se propager dans le vide et dans les milieux matériels. Donc, si l'onde, elle se propage dans le vide, elle peut se propager pardon, dans le vide, eh bien, ça veut dire qu'elle est forcément électromagnétique. Par contre, si elle ne peut pas se propager dans le vide, elle est forcément mécanique. Plusieurs exemples simples, sans simulation cette fois-ci. Par exemple, le bruit d'une fusée qui décolle. Donc, le son qui est créé, c'est bien une onde, hein. Ce bruit, du coup, quand la fusée est encore dans l'atmosphère, eh bien, tout simplement, on entend ce bruit. Par contre, du moment où on va être dans l'espace, en fait, si vous êtes à côté de la fusée qui passe à côté de vous dans l'espace, vous n'entendrez rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, le son ne peut pas se propager dans le vide. Il n'y a plus l'air, le milieu matériel qui était le support de la perturbation. Donc ça veut dire ici que les ondes sonores ne peuvent pas se propager dans le vide. Donc ce sont des ondes mécaniques. Un autre exemple, la lumière maintenant. La lumière du soleil. La lumière du soleil, donc elle nous provient du soleil, et entre nous et le soleil, donc la Terre et le soleil, il y a du vide. Donc ça veut bien dire que la lumière ici, se propage dans le vide, donc c'est une onde électromagnétique. Et enfin, un dernier exemple un peu plus compliqué, un signal Wi-Fi. Un signal Wi-Fi, c'est aussi une onde électromagnétique car il peut se propager aussi dans le vide. À partir de ce point dans la vidéo, je ne prendrai comme exemple que des ondes mécaniques, mais notre raisonnement peut s'appliquer aussi à des ondes électromagnétiques. Et la troisième étape, c'est de se dire, est-ce que cette onde, donc du coup, qui est soit mécanique, soit électromagnétique, est-ce qu'elle est transversale ou longitudinale? Alors, qu'est-ce que ça veut dire transversale ou longitudinale? Eh bien, comme c'est indiqué ici, en fait, il va falloir comparer la direction de la propagation à la direction de la perturbation. Si c'est perpendiculaire, ces deux directions, alors on dit que l'onde est transversale. Et si c'est parallèle, pardon, du coup la direction de propagation est parallèle à la direction de la perturbation, on dit que l'onde est longitudinale. Donc clairement, vous, en exercice ou sur les exemples, qu'est-ce que vous allez devoir vous poser comme question? C'est, eh bien, regardez, il va falloir chercher la direction de la propagation, la direction de la perturbation. Si c'est parallèle, l'onde est longitudinale. Si c'est perpendiculaire, l'onde est transversale. Et on va prendre tout de suite deux petits exemples. Eh bien, du coup, hop, je reviens sur cet exemple-là. L'exemple de la corde avec un ébranlement, ici, que je crée à gauche. Si on fait une petite pause ici, on voit que l'onde se transmet de gauche vers la droite, donc à l'horizontale. Par contre, la perturbation que j'ai créée, j'ai bien créé à la verticale ici. Donc du coup, je crée une perturbation à la verticale, ça se propage à l'horizontale. Donc les deux directions sont perpendiculaires. Donc ici, c'est une onde transversale. Un autre exemple ici, où je reprends justement cette onde sonore qui est créée ici par une membrane qui vibre et du coup qui est guidée le long d'un tuyau ici. Et bien du coup, quand on crée une impulsion une impulsion sonore, hein, grâce à la membrane, on voit que du coup la propagation se fait de gauche vers la droite, donc à l'horizontale. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à la perturbation. La perturbation ici, eh bien, elle est aussi à l'horizontale. Hop. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, cette zone-là de l'air n'est pas perturbée. Par contre, cette zone-là l'est, hein. Et du coup, ici, en fait, on a une surpression qui va se transmettre de proche en proche. Et on voit bien qu'en fait, la perturbation, hein, elle se fait ici
aussi à l'horizontale. Donc du coup, les deux sont horizontales. Donc ici, c'est une onde, les deux, hein, les deux directions, la direction de la propagation et la direction de la perturbation ici. Et donc, on dit que cette onde est longitudinale. Si vous n'avez pas compris l'exemple de l'onde longitudinale sur l'onde sonore, je vais prendre un autre exemple qui est l'exemple du ressort. Donc ici, le milieu de propagation va être un ressort qui est posé à l'horizontale, qu'on va perturber grâce à un excitateur. Et vous allez regarder bien le mouvement du coup de l'excitateur ici. L'excitateur, hein, ici, il fait un mouvement qui est aussi à l'horizontale. Et ça crée une surpression, en fait, ici un rapprochement des spires, et ici un éloignement des spires qui se propage justement de la gauche vers la droite. Donc du coup, on a bien perturbé à l'horizontale un milieu dans lequel la propagation se fait aussi à l'horizontale. Donc ici, on a bien une onde aussi qu'on appelle longitudinale. Une fois que vous avez déterminé si l'onde est longitudinale ou transversale, on doit se poser la question, est-ce que cette onde est progressive ou stationnaire? Alors, la définition d'une onde qui est dite progressive, il faut en fait étudier ses surfaces d'onde. Si vous ne savez pas ce que c'est une surface d'onde, j'y viens juste après. On vous dit une onde elle est progressive si ses surfaces d'onde progressent dans l'espace au cours du temps. Ça veut dire que les points du milieu qui subissent une perturbation de valeur S ne sont pas tout le temps les mêmes en fait au cours du temps. Sinon, elle est dite stationnaire. Ensuite, qu'est-ce qu'une surface d'onde? On vous dit surface d'onde ou front d'onde, ça dépend, hein. Ici, c'est l'ensemble des points du milieu qui subissent la même valeur de la perturbation à un instant donné. Je vais vous donner des exemples tout de suite. Donc vous, la question que vous devez vous poser, hein, c'est est-ce que la surface d'onde progresse dans les milieux? Et l'exemple le plus simple, pour démarrer, c'est l'exemple d'une goutte d'eau en fait qu'on fait tomber à la surface de l'eau. Donc pour déterminer les surfaces d'onde, il faut figer l'instant t, ce que j'ai fait en faisant pause sur la vidéo. Ensuite, il faut regarder à la surface de l'eau tous les points du milieu subissent la même perturbation, c'est-à-dire qui ont la même hauteur en fait. Donc ça donne ici en fait des cercles ici. Et ici aussi, enfin on voit ici des cercles apparaître. Donc ces cercles en fait ce sont les surfaces d'onde. Et la question qu'on se pose c'est est-ce que ces surfaces d'onde progressent au cours du temps? Donc là bien sûr il faut que je refasse la lecture de la vidéo et en fait, on constate que justement, bien ces cercles ici ont un diamètre qui augmente au fur et à mesure, ce que vous saviez déjà. Donc ça, du coup, ça va être une onde progressive, vu que ces surfaces d'onde vont progresser justement à la surface du milieu ici, enfin la surface de l'eau. Un deuxième exemple ici, pour illustrer si l'onde est stationnaire ou progressive, on prend une expérience qui s'appelle l'expérience de Meld. Ici, on a une corde qui est tendue grâce à une masse ici, une extrémité de la corde est reliée à un vibreur qui va permettre d'imposer une fréquence justement d'excitation ici, hein. Donc une fréquence d'excitation du haut vers le bas ici, hein, tout simplement. Et on a aussi un point fixe ici à l'autre extrémité de la corde. Et en fonction justement de la fréquence de l'excitation du vibreur, on constate que parfois on va avoir, donc je vais mettre à 20 Hz ici, ce type d'onde qui va apparaître. Et on constate quelque chose, c'est que, imaginons, hein, si on faisait pause, en fait, ce que je ne peux pas faire ici sur la simulation, en fait, le point de la corde qui subit toujours la plus grande des perturbations ici, c'est ce point-là ici, ce point-là et ce point-là. Est-ce que justement ces surfaces hein, ici se propagent dans l'espace? Non, elles sont toujours au même endroit. Même chose, en fait, ce point ici qui ne subit aucune perturbation, qui est toujours à l'équilibre, est toujours le même, quel que soit l'instant t de l'expérience. Donc du coup, ça, c'est ce qu'on appelle une onde stationnaire. Un dernier exemple pour illustrer si une onde est stationnaire ou progressive, l'exemple de l'onde sonore. Ici, quand on va créer justement une surpression acoustique grâce justement au mouvement de la membrane, on voit bien en fait que la zone qui subit la pression maximale, ici la surpression, en fait se propage de la gauche vers la droite. Ce n'est pas toujours les mêmes points du milieu qui subissent la même surpression, enfin qui subissent la surpression. Donc ici, c'est une onde ici progressive. On continue avec la cinquième étape, à savoir est-ce que l'onde est plane, circulaire ou sphérique. Donc déjà, il y a deux hypothèses que je fais ici hein, dans mon raisonnement. Je considère que le milieu dans lequel se propage l'onde est homogène, transparent et isotrope. Et en plus, je suppose que l'émission de l'onde est isotrope aussi, hein. Donc si c'est le cas, en fait, c'est assez simple. Si l'onde peut se propager dans une seule direction, dans une seule dimension, eh bien tout simplement, l'onde est plane. Si l'onde peut se propager dans deux dimensions, du coup, l'onde est dite circulaire, et si elle peut se propager dans trois dimensions, l'onde est sphérique. Et du coup, hein, c'est la question que vous devez vous poser pour savoir si l'onde est plane, circulaire ou sphérique, j'espère que vous avez compris, c'est savoir dans combien de directions elle peut se propager.
Et du coup, ici, on va prendre plusieurs exemples. L'exemple à nouveau de l'onde sonore. Ici, dans combien de directions, ici, l'onde peut se propager? Ben, elle se propage, on l'a dit depuis le début, hein, de la gauche vers la droite, c'est-à-dire ici, à l'horizontale. Donc elle peut se propager que dans une seule direction. Donc ici, cette onde sonore, d'ailleurs c'est écrit ici, hein, est plane. Qu'est-ce que ça veut dire que l'onde sonore est plane? Ça veut dire que ces surfaces d'onde sont des plans. Pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, donc ici, les surfaces d'onde, les surfaces donc, où la perturbation subit la même valeur, c'est-à-dire par exemple la même surpression, donc c'est cette zone-là, hein, ici, en fait c'est un plan qui est perpendiculaire en fait ici à votre écran. Un autre exemple, maintenant, l'exemple de la goutte d'eau qui tombe justement à la surface de l'eau. Donc la question qu'on doit se poser pour savoir si l'onde est plane, circulaire ou sphérique, c'est dans combien de directions peut se propager cette onde. Or, elle peut se propager dans deux directions, vu qu'elle se propage sur le plan qui est l'interface entre l'air et l'eau. Donc du coup, sur un plan, il y a deux directions ici, hein, pour définir un plan, donc c'est une onde circulaire. D'ailleurs, ça se voit, hein, ici, les surfaces d'onde ici sont bien des cercles. Voilà. Ensuite, un dernier exemple. Ici, c'est un exemple sans simulation, tout simplement l'exemple de l'onde sonore lorsque vous parlez. Eh bien, en fait, en imaginant que votre émission sonore est isotrope, c'est-à-dire que vous émettez des ondes sonores de la même façon devant vous, derrière vous, à droite, à gauche, au-dessus et en dessous, eh bien, une personne qui est à 1 mètre de vous, qu'elle soit devant vous, derrière vous, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, elle vous entendra au même instant. Donc du coup, la surface d'onde ici, ça sera ici une sphère. Donc ici, l'émission, ça sera une émission à 3 dimensions et du coup, on aura une onde sphérique. Enfin, dernière étape, on doit se poser la question, est-ce que l'onde est harmonique? Alors déjà, elle ne l'est jamais. Parce que si vous vous souvenez de ce qu'on a dit sur les signaux sinusoïdaux, hein, en fait, les signaux sinusoïdaux n'existent pas, ils existent pendant une courte durée. Donc ici, c'est un modèle. Hein. Est-ce que l'onde est harmonique? C'est-à-dire, tout simplement, vous devez poser la question, est-ce que le profil de l'onde, c'est une courbe en sinus ou en cosinus qui ressemble à un cosinus ou en sinus? Si c'est le cas, on dit que l'onde est harmonique. Souvent, on utilise le mot harmonique en acoustique et monochromatique en optique. Ça veut dire la même chose. Hein, tout simplement. Alors, la question que vous devez poser, c'est est-ce que le profil de l'onde, c'est une courbe en sinus ou en cosinus? Et pour pouvoir illustrer tout ça, eh bien, je vais reprendre ici cet exemple-là avec cette simulation. Donc ici, quand je crée une perturbation qui a cette forme-là, est-ce que ici, le profil de l'onde est sinusoïdal? Clairement non, hein, on n'a pas une sinusoïde. Par contre, si maintenant justement, je crée une perturbation qui a une amplitude justement constante avec à intervalles de temps réguliers. Ici, je perturbe l'extrémité de la corde, pardon. Eh bien, on voit qu'en fait ici, le profil de l'onde est sinusoïdal. Donc là, on a une onde harmonique. Contrairement au cas ici, on a une onde qui n'est pas harmonique. Donc voici un résumé de toutes les techniques qui vous permettent justement de choisir le bon adjectif qualificatif pour caractériser une onde. L'objectif de tout ça étant que vous compreniez ce qu'est une onde plane, progressive, harmonique. Pourquoi elles sont si importantes ces ondes planes, progressives, harmoniques? Eh bien, pourtant elles n'existent pas, hein, ces ondes sinusoïdales. Elles ont une extension infinie dans l'espace et dans le temps, donc elles auraient une énergie infinie. Hein. En fait, comme on a vu pour les signaux alternatifs et périodiques, on a vu que ces signaux pouvaient se décomposer en une somme discrète de signaux sinusoïdaux alternatifs. C'était le théorème de Fourier qui nous disait ça. Eh bien, une onde périodique à 3 dimensions, elle va aussi pouvoir se décomposer en une somme discrète d'OPPH, d'onde plane progressive harmonique. Donc, c'est une brique élémentaire, cette onde plane progressive harmonique, pour créer une onde périodique à 3 dimensions, comme les signaux sinusoïdaux alternatifs étaient une brique élémentaire pour créer des signaux en fait alternatifs et périodiques. Voilà pour cette vidéo autour de la caractérisation d'une onde.